Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à cette première de TVC l'été. Cette semaine, je me retrouve à la microbrasserie La Captive car mon invité d'honneur, vous le connaissez bien à la TVC si vous suivez le podcast C'est Fou-Tête, c'est Alexandre Pinault. Bonjour Alex, ça va bien? Salut! Ben oui, très bien toi? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu viens à l'émission pour parler un peu de ton parcours, pour parler de la bière et de tout ce qui l'entoure. Yes. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la bière? Je dirais que ça fait quand même très longtemps là, que je ne peux pas dire passionné de bière, là, parce qu'on s'entend que dans mon passé, c'était plus dans la jeunesse, on boit de la bière, on boit de la bière commerciale. Là. Mais à un moment donné, en fait, il y a eu un déclic, c'était je pourrais dire même l'année, qui était 2004, 2005, 2005 environ. J'avais des amis qui apportaient en fait, c'était des Unibrew, que c'était un peu, wow, c'est flyé, c'est de la bière fancy, on dirait. Des amis qui font goûter un peu de la Unibrew. Je peux pas dire que c'était au début, là, on n'a pas tellement les sens développés. Fait que, je trouvais ça lourd un peu comme bière. Puis en 2008, en fait, j'ai d'autres amis qui m'ont apporté à la Barberie à Québec pour faire une dégustation de bière. La microbrasserie à Barberie, qui est une institution à Québec quasiment, là, qui est très, très... un vieux de la vieille. C'est ça, c'était vraiment une dégustation. C'était des gros verres de dégustation. C'était une longue soirée, on va dire. Là. Une soirée bien arrosée. Ouais, arrosée pas mal. Puis c'est ça, là, c'était là que, OK, tu sais, avec l'Unibrew, on est habitué juste à certaines bières, certaines saveurs. Là, OK, OK, il y a une bière framboise lime, il y a... Juste ça, ce soir-là, j'ai fait « Oh, un peu, OK, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Ça n'a rien enlevé à Unibrew. » C'était vraiment juste que là, on se développait encore avec des saveurs, des fois fruitées dans les bières. Il y a eu un petit déclic qui s'est fait cette soirée-là de « OK, c'est vraiment intéressant. » Puis les semaines qui ont suivi, j'habitais à Québec à l'époque, les semaines qui ont suivi, j'allais à Tabagie-Cartier, qui est une petite tabagie dans le Vieux-Québec. Puis, il était spécialisé dans la bière de microbrasserie. Je trouvais ça un peu drôle. À chaque fois que j'allais là, chercher ma pape, c'était quasiment, là, à l'époque. Ben là, après ça, là, oh, OK, commence à regarder la bière, à regarder les étiquettes. Puis, je vais goûter à ça, je vais goûter à ça. Puis, de fil en aiguille, je dirais que j'ai tout tassé ce qui était bière... Des gros producteurs, je les nommerai pas nécessairement, là. Ils ont assez d'exposition comme ça. Fait que c'est vraiment de fil en aiguille, là, que c'est ça, j'ai tout tassé ça, puis je me suis intéressé à, juste dans des soirées que je buvais de la bière, c'était juste des bières de microbrasserie. J'étais devenu un peu le gars gossant, là. Je disais à ses chums, « Hey, goûte à ça. » Viens, ma petite bière à grume, tu vas l'aimer. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je pense que l'essor des microbrasseries dans ce temps-là, c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Puis, en fait, on a vu le boom il y a une dizaine d'années environ, mais on parle de... C'est ça, il y a environ là, 18 ans à peu près. Déjà, que je me sens majeur dans la bière de microbrasserie, dans la dégustation. C'est ça, c'est vraiment ça qui me... Tu sais, je buvais tout le temps de la bière de microbrasserie par après, je trouvais ça intéressant. Les microbrasseries en ouvraient de plus en plus. Fait que là, OK, il y en a ouvert une à Lévis, puis même quand je revenais dans la région, OK, il y a il y avait, si je ne me trompe pas, c'était à Rimouski. En tout cas, il y avait une autre microbrasserie qui n'était pas le bien amande, qui faisait une bière un peu maison, un peu artisanale. Puis après ça, c'est vraiment du fil en aiguille encore plus que là, OK, j'aimerais peut-être ça, on dirait, fabriquer de la bière maison. C'est le fun d'en acheter, mais là, je disais tout le temps, ça doit être quelque chose de tellement compliqué. J'ai jamais osé me lancer là-dedans avant. Je me trompe pas, c'est 2011. Okay. Qu'à un moment donné, j'ai du monde qui... en fait, je venais de redéménager dans la vallée. Puis, par hasard, il y a une microbrasserie à Mkoui qui avait ouvert l'année d'avant, qui est la Captive, ici. Puis, en fait, ça a été mon attachement à la vallée a été encore plus grande, là, je dirais, de rester en région. Puis là, j'avais des amis qui disaient « je fais de la bière maison, je fais de la bière maison. » Puis je disais tout le temps « ça doit être bizarre. » Ça doit être bizarre. Mais tu sais, on est habitué de voir du monde qui faisait des bières et des vins maison avec des concentrés, des cannes de sirop. Ça, personnellement, ça n'a jamais été bon. Là. Fait que là, le monde, mes amis, ce qu'ils faisaient, c'est qu'eux autres, ils achetaient carrément du grain, des recettes, en fait.
Puis il y avait des kits maison pour faire les procédés qui est un peu plus, je dirais, broche à foin que ce qu'on utilise dans les microbrasseries, mais les procédés sont quand même là. Fait que là, je dis, ah, ben OK, je vais peut-être aller vous voir à un moment donné. Puis c'est ça, j'ai une couple de soirées comme ça, de brasser de la bière maison avec les vrais ingrédients. On parle d'orge, on parle pas de canne de concentré, ben j'ai eu la piqûre assez instantanée. Je me suis équipé avec des chaudrons, des marmites, un peu n'importe quoi, là. C'était très weird, très Breaking Bad, on dirait, là, pour faire de la bière maison. Puis, c'est ça, j'ai dû en faire quasiment, là, on parle quasiment une quarantaine de bières, là, de recettes que je m'amusais d'un bord puis de l'autre, avant d'en apporter une à l'ancien brasseur de la captive. OK. Qui était le brasseur, en fait. J'ai dit, hey, goûte à ça. Puis, il a trouvé ça vraiment intéressant. Puis, je continue à en faire. La bière maison, j'en apportais de plus en plus. Je faisais goûter à mes amis. Puis, OK, c'est donc bien le fun. Puis, je testais des affaires un peu plus. Olé. Flyé. Ouais, c'est ça. Je m'amusais. Mettons, là, c'est vraiment ça. La marge d'erreur, c'est moins dangereux de jeter 20 litres de bière. C'est pas la fin du monde. Ouais. Il y a pas mal pire que. Puis le temps que de l'affaire, c'est vraiment pas si pire. Là. Fait qu'on s'amuse, on teste des choses, on teste des levures, on teste des fruits même. On a fait beaucoup avec des fruits. Puis, à un moment donné, ben Mathieu, qui était l'ancien brasseur, avait à déménager, à quitter la vallée. Fait qu'il m'a appelé, il dit, Alex, quand tu prends la mettons que je cherche quelqu'un qui prendrait la relève de la captive, puis il dit, avec les bières que tu m'as apportées, il dit, j'aime mieux te le demander à toi en premier, puis ça a été quasiment instantané, là, je pense. Tu l'as pas réfléchi longtemps? Non, une réflexion, je pense, pas 15 minutes, là, mais peut-être 2 jours environ. OK. Puis ça a été assez rapide là, comme transition. Là. On parle de quelques mois. Après ça, on a eu le rachat de parts. Puis dans le fond, je suis devenu brasseur à la captive. T'avais-tu déjà dans l'esprit, quand tu as commencé ça par toi-même, d'un jour en faire un métier, que ça devienne professionnel? Pas en tout. À base, c'était une passion. C'était encore une passion. Ouais. Fait que je vois même pas ça. C'est sûr que c'est un métier, mais je vois ça tellement comme un passe-temps, comme un gros trip de faire triper du monde. Tu sais, moi, à base, je brassais de la bière à la maison, mais j'en donnais. J'ai donné pas toutes, mais mon fun, c'était de faire hey, goûte à ça, qui est à peu près la même chose ici, finalement, mais en. Professionnel. Ouais, puis. Plus grosse quantité que 20 litres. Si on ferait des 20 litres à captive, ce serait un peu long là, à brever le monde. Mais c'est un peu le même principe, même passion. Là. Fait que j'avais jamais vu ça. Mais quand j'ai eu l'appel, ça a été. Le déclic a été quand même assez rapide. Oh, OK, j'avais jamais pensé me lancer dans ça. Mais là, OK, attends un peu, là, ça a été assez direct. Ouais. Tu l'as mentionné, tu essayes beaucoup de trucs. Ouais. Comment tu trouves tes idées de saveurs? Si on peut appeler ça des saveurs. En fait, j'ai même des bières que j'avais faites maison qui ont été réadaptées. On passe à la suffragette. Elle s'appelait pas la suffragette maison, mais ça a été une bière qui a été faite pour le Centre de femmes de la vallée. C'était une recette à base que j'ai faite maison, que je me suis dit, quand ils m'ont demandé de faire une bière, je vais ben, c'est exactement cette bière-là que je vois. Puis là, c'était le plaisir, justement, de recréer ces recettes-là et de les partager encore plus en grande quantité que juste dire à un des chums « Hey, écoute à ça. Là, c'est vraiment « OK, je me lance. Avec la Vallée de la Framboise, on a collaboré pour carrément… mettons qu'on ne met pas 2 kilos de framboise, qu'on fait une bière aux framboises. Là. On met des bonnes quantités. Puis c'est ça, créer des recettes, en fait, des fois, ça vient juste un matin que je me lève ou que je me dis « Hey, ça pourrait être intéressant. L'agencement, c'est sûr qu'il y a beaucoup de… Je deviens un peu fou, là, des fois. Là. Je lis des forums Internet de monde qui essaye des choses, puis on s'inspire de ça. On s'inspire d'autres brasseurs aussi, des fois. On a des groupes de discussion Messenger sur Facebook. On jase entre nous autres. « Hey, as-tu déjà essayé tel agencement, tel grain? » Puis là, des fois, c'est juste ça qui fait un déclic de « OK, je pourrais essayer ça, voir, on va… » Là, maintenant, j'ai un kit de brasses éphémères. Je fais des brassins éphémères. Ça, c'est un kit pour faire des 50 litres. Fait que quand il y a des brassins éphémères qui apparaissent à captive, c'est un kit test. Okay. Que là, je m'amuse encore plus, des affaires. Donc, j'ai eu une blanche allemande aux betteraves et fruits du dragon. Que
j'aurais pas fait ça en 500, 600 litres à la base, là. Mais là, j'ai juste, OK, on va tester des choses, puis c'est là que je teste des nouvelles saveurs, justement, ou des affaires un peu plus flyées, là. Donc, ça va beaucoup l'inspiration. C'est très créatif, un peu comme un auteur qui a une idée de texte subite. Tu fais « Ah, ça pourrait marcher, ça! » Oui, exact. C'est sûr que je m'inspire quand même. Je suis très conservateur dans les bières classiques, là, surtout les styles allemands. Moi, je trouve ça extrêmement bon. C'est pas des bières, tu sais, la mode est aux bières smoothie beaucoup. Moi, ça m'intéresse un peu moins. J'aime ça utiliser des fruits, mais je veux pas que ça devienne un jus de fruits non plus. Je veux vraiment conserver l'aspect d'une bonne bière de base, en incorporant des fois d'autres choses, mais d'avoir des bonnes bières de base au menu aussi. Fait que c'est vraiment des fois de juste analyser des grains, analyser des nouvelles levures. Des fois, il en sort tout. Il sort tellement des nouvelles levures de nos jours, c'est quand même assez impressionnant. Pour recréer des bières classiques aussi, des bonnes bières allemandes, des Pilsner, une bonne blanche allemande, une Hefeweizen, qui est des bonnes bières là, de party, je dirais, là, des bonnes bières de bonne compagnie. Fait que c'est tout le temps de peaufiner un petit peu certains styles classiques, mais aussi en gardant quand même un esprit créatif et d'avoir quand même des bières un peu, je sais pas si je peux le dire, fucked up au menu. Là, tout le monde, OK, hey, ça, hey, je vais essayer ça. Ouais. Surtout la Camerise, en fait. Quand un de mes amis, Michael Lamar, a commencé les champs de Camerise de Majamic, que finalement on utilise énormément, ben, il m'a demandé, il dit « Alex, penses-tu qu'il y a de quoi à faire avec les Camerises? Tu serais-tu intéressé? » Ben, je dis « Ben, mais je pense qu'en plus, la Camerise, c'est un fruit emblématique au Québec, qu'on devrait l'approprier encore plus dans la bière pour dire « OK, l'identité est là. » Dans le fruit au Québec, puis pas toujours acheter de l'ananas ou des choses qui viennent d'ailleurs. C'est qu'il y a tellement des bonnes récoltes de bons petits fruits au Québec qu'il faut vraiment s'y approprier puis travailler avec ça encore plus. C'est quoi ta bière la plus loufoque? Que j'ai faite ou que j'ai bu? Ça peut être les deux. Que j'ai bu, je dirais je me souviens plus du nom, mais c'est le stout au beurre de pinot. C'est au Reese. Au Reese? Une bière noire au Reese, très sucrée. Moi, j'aime ça, mais en faible quantité. Si tu fais du diabète, je fais pas de diabète. Là, je pense pas. Je l'aurais su assez vite avec cette bière-là. C'est très costaud. Côté saveur, il y avait tellement de paliers de saveur que, OK, puis ça goûte vraiment les Reese. C'était assez spécial. Sinon, je pense que vraiment la Ghost Camerise, là, je dirais que c'est pas la plus loufoque, mais c'est comme la bière qui sort un peu du lot, mais que tout le monde tripe, qui attire, surtout avec la couleur. Un bon rouge peigne de sang quasiment, là. Je sais pas comment le dire, c'est un bon rouge foncé. Le monde est tout le temps attiré vers ça en la voyant. Si quelqu'un s'en fait couler une, ben, le monde au comptoir qui ne l'ont pas vu au menu, « Ah, c'est quoi qui coule? » Ben après ça, tu fais l'aiguille, tu réalises que le bar, tout le monde boit ça dans le bar. Ça, c'est quand même très le fun là, de voir, surtout une nouvelle création comme ça, là, de voir que à chaque fois que je sors une nouvelle bière ou qu'il y a une bière un peu plus, que je fais des fois une saisonnière, une fois par année, chaque fois que j'y sors, ben là, de voir que le monde vienne pour ça, que ça devient un happening, c'est vraiment le fun. Qu'est-ce que Alexandre Pinault boit comme bière? C'est quoi tes bières préférées? Des bières allemandes. Okay. Je pense des Pilsner beaucoup. J'en fais moins parce qu'avec deux fermenteurs, le Lagering, dans le fond, qui est la levure Lager, c'est une levure que traditionnellement, c'était environ 2 mois et demi de fermentation. Mais avec deux fermenteurs, c'est un peu plus compliqué. J'en fais 1 à 2 fois par 2 ans, en fait. J'en fais 1 fois par année environ. En période un peu plus mollo, là, vers le début d'hiver environ. Puis c'est une bière qui est fermentée à température basse. Fait que l'hiver, pas de soleil, des températures plus fraîches, c'est plus facile à travailler. Parce que c'est une bière qu'il faut garder fermenter autour de 12-13 degrés Celsius environ. Ça demande quand même un bon système de réfrigération du fermenteur. Surtout que la fermentation crée de la chaleur. C'est vraiment de la conserver à cette température-là. Puis, je suis assez conservateur, fait qu'un 2 mois et demi, c'est réaliste pour moi. Je veux pas servir cette bière-là avant qu'elle ait sorti. Je dirais, là, je veux pas être trop rapide sur la gâchette là, pour dire, OK, on la sort, mais pas parfaite. Je suis quand même assez stiff là-dessus. Sinon, c'est ça, toutes les bonnes bières allemandes, je pense la blanche allemande, la tempête qu'on a ici. Toutes les bières de soif, en fait. Je bois de l'IPA de temps en temps, c'est sûr, la mode est vraiment au IPA, mais
c'est rafraîchissant, mais je trouve ça un peu trop costaud. Mm-hmm. Moi, j'aime ça une bière avec un bon repas, une bonne bière pétillante. Ouais. Sinon, la Ghost Camerise aussi, là, quand elle est au menu, elle n'est pas trop forte en alcool, on peut en prendre plus qu'une. Sauf qu'elle comprend notre auto. Là. Oui, bien entendu. J'ai la joie d'habiter juste à côté, fait que ça, on se le permet de temps en temps. C'est pas ce problème-là. Non, exact. On parlait là, un peu plus tôt là, des bières commerciales, on en a fait mention. C'est quoi concrètement la différence entre une bière commerciale et une bière de microbrasserie? L'argent. En fait, la bière commerciale, ben tu sais, ça reste que la plupart, c'est quand même des bonnes bières. Ouais. Mais je trouve ça fade en saveur. Tu sais, quand on dit faut que les montagnes soient bleues, une bière qui est servie trop froide va moins goûter. Fait que c'est sûr que c'est une bière que tu sais, on la boira pas, on va moins la boire à tablette. Mais ça en dit long. Si la bière à tablette, elle est comme pas trop, elle est moins bonne. C'est un peu plate. C'est comme ça qu'on peut juger des bières commerciales? Ben moi, là, en tout cas, je la vois comme ça. Là. Si t'es pas capable de la boire à tablette, ça veut dire que, à la base, c'est qu'il faut que le liquide... tu sais, moi, j'ai bu dans la fermentation, je trouve ça excellent. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui aime ça, une bière tempérée, une bière moins froide. Parce qu'eux autres ont donné surtout tu sais, ils ont mis le créneau de, OK, cette bière-là, la bière, il faut que ça soit froid. Il faut servir ça d'un boc glacé quasiment. Hein. Ouais. Ce qui n'est pas tant vrai, tant qu'à moi. Il y a tellement de paliers de saveurs qui peuvent sortir d'une bière tempérée. C'est une question de goût aussi, ouais, là, de façon de vouloir boire sa bière. Moi, j'aime quand même bien la bière tablette. Ouais, ben c'est ça. Une bonne 50 tablettes, il y a le classique de ça. Que c'est vrai que c'est bon. Là. Puis celle-là est bien faite, justement. Je pense là, qu'il y a plus de saveurs. Sinon, c'est ça, c'est vraiment le côté, je pense, ils ont simplifié des recettes au maximum, puis moi, je trouve ça moins goûteux. Fait que, tu sais, le côté dégustation de la bière, moi, en fait, en étant brasseur, puis passionné de bière de microbrasserie, je pense que le côté dégustation prend le dessus aussi, de juste, OK, on s'assoit, bon, on achète une caisse de 24, puis on passe au travers à soir. Ben, tu sais, là, on prend 2-3 pintes, puis au moins, on goûte des choses un peu plus différentes. Fait que, moi, c'est vraiment le côté goûteux. Mais j'en achète encore quand même, ça arrive. Là. Okay. Le côté rafraîchissant quand même là. Si on veut boire de l'eau, ça fait la même chose. Ouais. Comment on fait pour distinguer une bonne bière d'une mauvaise bière? Y a-tu des trucs, des techniques? En fait, toute mauvaise bière va sûrement être une bonne bière pour quelqu'un. OK. Si elle existe, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'aime, probablement. Fait que c'est vraiment le palais de la personne qui va le définir. Okay. C'est sûr qu'il y a des bières un peu plus weird qui va être un peu plus niché, là. Ça va juste viser une personne, une certaine population. On pense aux bières sûres, des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de tolérer autant. Puis, OK, c'est un peu plus flyé, je dirais. Une bière de... Quelqu'un qui a des problèmes de brûlement d'estomac ne sera pas capable de tolérer ça aussi. Ou quelqu'un qui va dire, c'est pas de la bière. Ça reste que c'est quand même de la bière d'un sens, parce que c'est quand même un liquide maltais. Sucré, fermenté. Mais ouais, ça dépend vraiment de la personne. Les perceptions sont jamais pareilles aussi. Là. Certaines personnes, je décèle dans les IPA des fois, ça goûte le pamplemousse, ça goûte l'orange, ça goûte un peu plus herbacé. Ça goûte même le cannabis, même des houblons, des fois, qui dégagent des arômes de cannabis. Ouais. Fait qu'il il y a certaines personnes, des fois, on n'a pas le même un peu le commentaire sur certaines bières, puis c'est normal. Y a-tu des bières qui se digèrent un peu moins que d'autres? Ben, je pense justement à la bière au Reese. C'est tellement lourd en estomac. C'est sûr qu'il y a une petite bière blonde, une bière classique allemande, justement. C'est des bières pas sucrées. Des bières... plus que la bière va être sèche, moi, je trouve. C'est des bonnes bières rapides à boire. Pas de... je dirais désaltérantes pour boire de l'eau quand même. Mais c'est plus facile à boire pas mal. C'est quoi les caractéristiques là, des différentes bières? Là, parce qu'on a la IPA, on a la blonde, on a les noires, on en a de toutes sortes. C'est quoi qui les distingue? C'est quoi les caractéristiques? La couleur à base, mais les arômes, tu sais, on peut dire la couleur, mais en même temps, tu as des IPA, des IPA qui vont avoir la même couleur qu'une bière blonde. Ou c'est un peu dur à gager, c'est vraiment l'arôme qui va s'en dégager selon le grain, le malt qui est utilisé, parce que là, je parlais des variétés de malt. Il y a de l'orge, du seigle, du blé, il y a de l'avoine, etc. Là, on brasse même avec de l'épeautre. Et c'est vraiment des paliers différents de saveurs qui vont définir. Puis il y a de l'orge aussi, de l'orge caramélisée qu'ils appellent. C'est de l'orge qui est un peu grillée pour faire ressortir un côté plus qu'il va être grillé longtemps, plus qu'il va être foncé. Puis c'est là qu'on va avoir justement une bière rousse. Le côté caramel va justement sortir dans une rousse.
certaines variétés de malt caramélisées. Il y en a d'autres qui vont être plus rôtis, qu'il va y avoir des rousses qui vont goûter un petit peu plus je dirais, les noisettes, un peu les toasts du matin, les rôtis. C'est une bonne saveur, tu sais, l'odeur des toasts qui chauffent le matin, c'est bon. Mais moi, en tout cas, moi, personnellement, la rouge, j'essaie de viser plus ce goût-là que le côté caramel. Le côté caramel, c'est un peu plus difficile. On dirait que t'en bois une, t'es comme, OK, on dirait que ça devient lourd. Tandis que l'autre, ben, c'est comme plus une blonde, mais aromatisée, un peu plus rôtie. Alex, présentement, on est au deuxième étage. On est sur la scène de la captive. Ouais. Je te propose de descendre d'un palier. Ah, OK, ben oui, ben oui. Allons voir là, concrètement là, tes installations, comment tu brasses tes bières ici même à la microbrasserie Parfait, La ben Captive. oui, ça va faire plaisir. Yes, aujourd'hui, ben, on est dans Marmite, en fait. Là. Il fait chaud aujourd'hui. C'est l'endroit où que tout opère pour faire de la bière. C'est le secret, je dirais, de la microbrasserie. C'est ici que tout est créé, qu'on part du malt pour créer de l'alcool, de la bière en fait, pas de l'alcool en tant que tel, mais un produit alcoolisé qui est la bière. Fait que je vais juste expliquer un peu les étapes, les procédés de brasse. Dans le fond, la première étape, c'est la cuve filtre. Ça, c'est là qu'on va concasser le grain. Ben, on le concasse avant, en fait. Je sais pas si on voit dans la caméra, là. Ça, c'est il y a du bleu et de l'orge dans c'est le grain qui est utilisé. Dans cette cuve-là, en fait, on va la remplir d'une eau à une certaine température, puis on va faire infuser le grain, ce qui va faire extraire des sucres fermentescibles. Donc, ça donne un gros liquide, un gros gruau sucré. Ça sent le gruau, justement. Okay. Bien souvent, à part quand on met le grain... des fois, il y a des grains chocolatés, des grains, etc. Tu sais, c'est... Pour créer les arômes? Exact. Ouais, comme une bière noire, une stout, on va aller avec des grains, un peu de grains chocolat. Fait que ça sent un peu le biscuit aux pépites de chocolat, je dirais. Là. Fait que c'est là-dedans qu'on laisse macérer. Ça, c'est une étape qui prend 1 heure et demie environ. Là, ils appellent ça l'étape d'empâtage. OK. Ensuite, tout le liquide, en fait, dans le fond, là, on le voit pas. Dans le fond de ça, il y a un gros tamis. C'est comme ils appellent ça la cuve filtre, en fait. C'est carrément un genre de passoire pour filtrer, pour que le grain traverse l'étape suivante. Donc, on garde le grain juste humide à la fin. Ça, le grain va être réutilisé par un fermier du coin là, comme nourriture à bétail. Ensuite, c'est ça, le liquide sucré va être transféré vers la bouilloire. La bouilloire, c'est bon pour l'aseptisation du liquide sucré pour tout tuer les bactéries, juste vraiment avoir un produit là, aseptisé. C'est là aussi qu'on va rajouter les houblons. Les houblons, en gros, ça, dépendamment de l'étape, on bouille environ normalement pendant 60 minutes aussi. Des houblons qu'on ajoute en début d'ébullition va donner un peu plus d'amertume à la bière, tandis que des houblons finales, comme autour juste en fin d'ébullition ou carrément pendant la dernière étape, vont être plus aromatiques. C'est là qu'on va déceler justement des houblons qui vont goûter le pamplemousse, l'orange, la tangerine, etc. Là, c'est beaucoup très agrumes dans les houblons aromatiques. Dans ces deux étapes-là, est-ce qu'il en ressort est buvable? Dans le fond, c'est un liquide très sucré. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a rien. C'est vraiment un liquide extrêmement sucré. Il ne faut pas de diabétique pour y goûter. Ça se boit. Moi, j'en sers de temps en temps quand je me fais un café. Je me mets juste un peu de liquide de même. Ça donne un petit sirop d'érable un peu. C'est un liquide très sucré quand même. Plus que le taux d'alcool, la bière finale va être haut. Plus ça va être un liquide sucré. Dans le fond, plus que de sucre, plus que le taux d'alcool va être haut. Ensuite, après l'étape d'ébullition, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un gros un tourbillon, un whirlpool qu'ils appellent, pour tout sédimenter les protéines. Quand on fait des recettes, ou quand on le voit, en fait, même d'une bière, il y a la lie qui se dépose dans le fond. Mais c'est vraiment un peu le même principe de tout sédimenter les petites protéines. C'est comme une gélatine qui est sur le grain, qui va se déposer dans le fond pour pas la transférer dans l'étape finale. Ça vient juste clarifier la bière, pré-clarification de la bière, en fait. Ensuite, on va passer la bière dans l'échangeur à plaques. L'échangeur à plaques, ça sert à refroidir le liquide. C'est un liquide qui vient de bouillir pendant 1 heure et quart. Il est chaud. C'est ça, il était à 102 degrés Celsius environ. Fait que celui, en fait, c'est un peu le même principe qu'un radiateur, en fait. C'est qu'on passe de l'eau froide, l'eau en ressort chaude. Moi, je me sers de cette eau-là pour nettoyer après. Il n'y a pas de perte d'eau. On va vraiment là,
minimiser les pertes là, pour essayer d'avoir le moins de gaspillage d'eau possible. Ensuite, c'est ça, on passe, le liquide va être refroidi par là, puis il va être transféré vers les fermenteurs. Fait que les fameux fermenteurs, en fait, à Amqui, à la captive, on en a juste 2, qui sont quand même pas gros. On est vraiment une petite microbrasserie. Je pense à d'autres microbrasseries qui ont des fermenteurs de 8000 litres, comme Pit Caribou ou Rollbuck. Nous autres, on est dans un fermenteur de 600 litres, qui est très petit, 2. Fait qu'en été, on n'a pas le temps de chômer, là. On brasse. C'est pour ça que la vente est principalement sur place. De temps en temps, il y a de la vente un peu à l'extérieur, mais on se concentre vraiment d'avoir un produit artisanal local qui est servi et bu au bar, ici. Dans le fond, en transférant vers le fermenteur, c'est là que le liquide froid aseptisé va passer les 2 prochaines semaines. Après l'avoir transféré, en fait, on ajoute les levures. Dépendamment du style de bière, il y a des levures belges, il y a des levures de saison, il y a des levures neutres, des levures de blanche, en fait, qui vont être un peu plus phénoliques. On va penser à des arômes un peu plus de clous de girofle, des fois, puis de banane, même dans la tempête. Fait que c'est vraiment là que les 2 prochaines semaines là, que la magie opère. La fermentation, la levure mange les sucres dans le liquide pour les transformer en alcool. Ensuite, on va refroidir ça. Un coup que la fermentation est finie, on laisse quand même quelques jours, question de décanter. On refroidit pour tout sédimenter dans le fond. C'est pour ça que les cuves sont faites en cône un peu. Mm-hmm. Tout va sédimenter dans le fond. Beaucoup les protéines restantes, tous les résidus en fait, de la fermentation, les levures mortes vont être accumulés dans le fond. C'est plus facile pour filtrer. Nous, c'est pas de la bière, on n'a pas de filtre en tant que tel pour filtrer la bière. Fait que c'est vraiment une filtration naturelle avec le froid laissé décanter dans le fond. Ensuite, on transfère. J'ai 2 autres cuves, là on les voit pas là, malheureusement, qui sont dans la chambre froide. Ça, c'est là que la gasification va se faire. Il y a une pré-gasification en fin de fermentation. En fait, j'ai oublié de le dire, normalement, on ne le voit pas aujourd'hui, mais la production de la fermentation crée du CO2 naturellement. C'est important de le laisser sortir, sinon il se crée une pression énorme dans les cuves. Mais en fait, c'est pour ça que des fois, si vous êtes assis à captive, vous allez voir les chaudières, là, ça fait des bulles. Mm-hmm. C'est vraiment l'excédent. Là. On peut penser au monde qui font du vin maison, qui mettent un petit truc sur le top, là, qui fait des petites bulles de temps en temps. C'est un peu le même principe. Puis avant la fin de la fermentation, vers, je dirais, les 1 à 2 derniers jours restants, je ferme les valves, en fait, pour garder le CO2 de la production, de la fin de fermentation dans la bière. En refroidissant, ce CO2-là va rentrer dans la bière. Il est plus soluble, je ne sais pas si c'est le bon mot, il rentre plus facilement dans la bière au froid. Ça va donner une pré-gasification. Après ça, on rajoute un petit peu de CO2 là, dans les cuves de l'autre côté, dans le produit final. C'est là qu'on laisse environ 1 semaine, là, le temps de refroidir, décanter ce qui reste de résidus, puis la bière va devenir beaucoup plus claire. Selon le style, on passe à des New England IPA qui vont rester opaques. Mm-hmm. Pour la New England IPA, en fait, il y en a bien qui disent « Ah, il y a beaucoup de levure dedans ». C'est l'huile que dans le houblon. En fait, pendant la fermentation, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va rajouter du houblon directement dans la fermentation. L'huile, ils appellent ça la biotransformation avec la levure. L'huile que contient le houblon, qui est une plante, en fait. Moi, je l'ai, ça, les brasseries l'utilisent en cocotte, en granule, qui est déjà, les palettes qu'ils appellent, qui est déjà, on peut penser à de la bouffe à de la moulée, là, un peu, là. Fait que, en fermentant avec cette huile-là, l'huile va rester en suspension. C'est ça qui va donner le petit côté très opaque dans les IPA très juteuses. Puis c'est là qu'on va rajouter, justement, pas qu'on rajoute, mais en fait, c'est ce houblon-là qui va rajouter un côté très tropical des faux bières. Là. On peut penser, justement, à ces IPA-là, que le monde, oh, y a-tu du pamplemousse? C'est rare qu'on ajoute du pamplemousse dans la bière. C'est vraiment le houblon qui va chercher des propriétés selon la variété. Il y a des houblons néo-zélandais, des houblons américains, etc., là, qui vont vraiment aller procurer des saveurs très fruitées à la bière. Puis de l'autre côté, après ça, ben c'est ça, on a à la fin de la gasification, quand on a la bonne dose de CO2 dans la bière, le bon pétillant, on va la mettre en baril. Moi, je la transfère en baril après, dans des petits barils, comme ça. OK. Puis elle est prête à servir en fût au bar directement. Là. Alex, on revient d'en bas. Yes. Question d'emblée, quelle est la part écologique
d'un brasseur là, et concrètement aussi à la microbrasserie, là, la Captive? Yes. Ben, nous autres, on essaie surtout d'utiliser des produits le plus québécois possible pour réduire les transports. Le malt, malheureusement, là, j'avais 96-97% de mon malt de base qui venait de la malterie Côte-Laflamme sur la rive sud de Québec, qui a malheureusement passé au feu là, au printemps. Fait que là, c'est sûr qu'il faut que je m'approvisionne d'un bord puis de l'autre. J'essaie quand même, là, j'ai réussi à les recontacter. Ils ont réussi à faire malter quand même ce qu'il y avait encore en inventaire qui n'a pas brûlé dans une autre malterie. Fait que c'est sûr que moi, c'est de réduire les transports le plus possible pour avoir le moins de gaz. Puis il y a la réutilisation aussi de la matière première un peu. Je pense au malt que j'ai parlé en bas, là, que les fermiers, moi je donne à des fermiers pour nourrir leur bétail. Après ça, ben, c'est quand même un beau cercle là, de réutilisation. Puis même, j'en ai qui donnent ça à leur poule. Puis après ça, ben, lui, il vient me donner des œufs, personnellement. Mais c'est ça, c'est tout le temps une belle réutilisation, là, minimiser les pertes. Même l'eau, je pense que je n'ai pas parlé en bas tantôt, mais après avoir transféré la bière dans le fermenteur, l'eau de refroidissement de la bière pour passer du liquide bouillant au produit froid dans le fermenteur, ben l'eau froide, elle ressort chaude, mais l'eau chaude, je ne l'envoie pas dans le drain. Je la réutilise, je la remplis dans la cuve filtre qu'on a vue au début qui avait été lavée. Moi, j'en remplis cette cuve-là. Puis après ça, c'est mon eau de nettoyage. Moindrement que j'ai besoin d'eau pour nettoyer ou faire chauffer des produits nettoyeurs, etc. C'est sûr que c'est moins de l'eau. C'est une eau qui a été stagnante. Fait que moi, je la bois pas, mais pour justement tout nettoyer. Mais normalement, j'arrive qu'il me reste 25 litres environ dans la cuve pour la prochaine brasse. Fait que je la réutilise tout le temps d'un bord et de l'autre pour nettoyer ou pour économiser l'eau. Cet été, ici même sur la scène de la Captive, il va y avoir beaucoup d'achalandage. Yes, ben oui. En terminant, peux-tu me parler un peu de la programmation de cet été? Oui, ben oui, on a 4 spectacles en juillet. Je dirais que c'est notre 14e anniversaire en plus. On aime ça fêter le 14 ans et non 10 ans. En fait, ben 10 ans, 10e anniversaire est tombé d'une période sombre de la pandémie. Mais fait qu'on s'est dit à 14 ans, OK, on va quand même prendre plusieurs shows, présenter beaucoup un petit peu plus d'activités et non juste la restauration aux touristes. On veut quand même offrir quelque chose à notre clientèle locale pour offrir. C'est ça, je sais que Diffusion Morticus n'ont pas de spectacle cet été. Fait qu'on s'est dit, regarde, on va prendre quand même la relève festive d'organiser des spectacles. Fait qu'on commence le 4 juillet. J'allais me tromper dans la date déjà, c'est pas super bon. Le 4 juillet, on va avoir l'humoriste Maxime Gervais, qui est, lui, le fameux Claude Crest, là, je dirais qu'on voit un peu partout là, dans les podcasts, etc. C'est un personnage de Maxime Gervais qui a créé en pandémie, qui a fait fureur. Ils ont fait 2 films avec, deux films documentaires. Ça a fait un peu l'effet boule de gomme, là. C'est parti en peur. Fait que je suis vraiment fier. Puis en fait, Maxime Gervais, on a cancellé 2 fois en fait, des spectacles des Pic-Bois à cause de la pandémie, puis la séparation des Pic-Bois. Je tenais vraiment à l'avoir, à le présenter, sa tournée solo. C'est une tournée qui a commencé au Club Soda, qui a fait à l'Impérial à Québec. Fait que de l'avoir, de le présenter, de l'avoir à Captive, ce spectacle-là, c'est vraiment un honneur. Et puis le monde va triper, tous les tripeux d'humour doivent absolument voir ça. C'est sûr que c'est en même temps que pas les grandes fêtes, la fête des guitares. Ça cause un peu un conflit, mais en même temps, il y a quand même moyen de faire les 2 spectacles dans une soirée. Les autres, ils ont des spectacles, je pense à Salle-Barbe ce soir-là, qui commence vers 10h, 10h15. Nous, Maxime Gervais est à 8h. Ils ont le temps de se rendre après. Exactement, c'est un spectacle d'1h30 environ. Fait que manque une chanson, c'est moins grave. Mais en même temps, j'aime beaucoup Salle-Barbe, fait que je risque peut-être de transférer là, moi aussi, là, peut-être avec Maxime, justement, là, après. Mais après ça, c'est un choix à ne pas manquer. Pour vrai, ça, pour avoir vu la technique, ça va être assez flyé, beaucoup de personnages. Vraiment hâte. Après ça, on a le 12 juillet, on va avoir Dom Babin. Oui. L'humoriste originaire de Rimouski, gradué de l'école de l'humour. Qui va faire son rodage. Qui fait son rodage, oui, exactement. Il fait une tournée qui est déjà quasi complète dans toutes les salles qu'il fait.
Je pense qu'il fait une quinzaine de dates, puis il y en a 10 à peu près qui sont complets. Nous, je sais pas, mais que ça sorte. Sauter sur les billets pour vrai, tandis qu'il y en a. Ce gars-là fait fureur, puis c'est vraiment une bonne fierté de la région en humour. Qui a commencé sa place beaucoup aux soirées microbrasserie. Oui, exact. La première fois qu'on l'a vu, c'est ça, avec Serge Yvan, exactement. Serge Yvan a dit j'ai un humoriste qui commence, qui est accepté à l'école de l'humour, un gars de Rimouski, ça te tente-tu que je le mette sur le show? Il était venu faire 5 minutes, il avait tout pété ce soir-là. À son image, en fait, là, c'est vraiment un gars à découvrir, puis un gars qu'on va le voir, mais probablement sur des plus grosses scènes éventuellement, selon moi. Ensuite, on va lâcher l'humour un petit peu, on va s'en aller dans le côté musique le 18 juillet avec Vie de quartier, qui est un groupe de punk, folk. On peut penser justement au Chien de Ruelle, de quoi qui bouge, très festif, même un peu un Québec redneck, qui est un band qui ne sera pas piqué des verres, ça risque de boire, les autos vont vraiment dormir dans le parking ce soir-là. Ça, c'est notre gros party, là, je dirais, 14e anniversaire, là, Vie de quartier. Si vous ne connaissez pas, allez écouter Vie de quartier ou venez voir le show carrément. Ouais. Mais écoutez-ça avant de venir aussi. Question de connaître des tunes un peu. C'est un band, c'est ça, qui commence ils ont quelques albums dans leur actif, puis ils commencent à sortir. Peut-être qu'à un moment donné, ça va être les prochains Québec redneck, on ne sait pas. Québec redneck, ils ont fait des shows ici, que là, ils font juste des festivals. Ben, on ne sait jamais. Sautez sur l'occasion, des fois, de découvrir les groupes émergents comme ça. Des voir dans des petites salles, des Blue Jeans Bleu qui sont venus ici, puis après ça, tu les vois un peu partout. Tu fais OK, ça vaut la peine de découvrir. Je les ai vus quand il y avait encore pas beaucoup de monde qui les connaissait. Exact, c'est exact, c'est ça, c'est... Tu sais, puis d'avoir... je pourrais nommer plein de bands, en fait, qui n'ont pas commencé ici, mais qu'on a donné un peu je dirais le coup de pied de dire on croit en vous, puis let's go. Puis à cette heure, des voir, faire des tournées, des fois en Europe, un peu partout, c'est vraiment plaisant. Fait que ça, c'est pour le 18 juillet, Vie de quartier. Le 20 juillet, on a le retour de mon oncle Serge avec les Crossmonautes. Crossmonautes, en fait, qui est son band, son trio, drummer et guitariste. Mon oncle Serge, qui est un régulier quasiment. Là, on parle d'un spectacle à chaque 2-3 ans à Captive. Il veut tout le temps passer sur place. Quand il fait une tournée dans la région, on a un appel de mon oncle Serge. Let's go, je veux jouer. C'est tout le temps une soirée festive. Si vous connaissez pas mon oncle Serge, ben... allez le découvrir. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est tout le temps un très gros party. On a mis une journée off entre les deux, entre Vie de quartier et mon oncle Serge, pour se calmer, puis après ça, redécoller en festivement. Je sais pas si ça se dit. Ouais. Là, ça se dit, en tout cas. Je viens de le dire. Mais ouais, mon oncle Serge avec les Crossmonautes, c'est tout un party assuré. Dans ce show-là, il y a un décor, il y a des soutes d'astronautes, il y a des planètes d'un peu accrochées partout. C'est assez... visuellement, juste le show est beau. Un humour grivois, un très bon parolier. Pour vrai, mon oncle Serge, malgré quand on pense tout le temps, c'est grivois, mais quand tu commences à écouter ses paroles, tu fais OK, mais c'est recherché la traverse, quand même. Yvon Deschamps avait des textes aussi bien élaborés. C'est ça, c'est vraiment un gars qui a une belle plume. Une belle plume. La traverse, peut-être, mais c'est ça, je pense qu'il prend la relève, puis on est encore content quasiment qu'il reste dans l'underground un peu. Mon oncle Serge, il fait quand même des festivals, mais il veut tout le temps faire ses places. Il veut jouer dans des petites places. La connexion du public, il aime ça. C'est vraiment plaisant de toujours l'avoir. C'est un peu une légende au Québec. Ça fait... ça doit faire une trentaine d'années. Qui était le bassiste des colocs en plus. C'est ça. C'est une légende pour moi au Québec. Là, pour beaucoup de monde aussi, je pense. Pas juste pour moi, j'imagine. Puis après ça, là, ça va mettre un peu de terme à la programmation de juillet. Là, on va tomber à date, on a l'humour septembre, octobre, novembre. On a une grosse programmation d'humour encore. Les bands commencent à être confirmés. Je les lancerai pas tout de suite là, parce que on va taper ses doigts, mais... Pour tous les détails, on peut suivre la page Facebook. Exact, la page Facebook, même Instagram. On essaye de la garder active le plus possible. On n'est pas habitué, mais Facebook, aussitôt qu'on crée un événement, le show sort là. Puis, ouais. Alexandre Pinault, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ça fait plaisir. Ma première. Yes, ben oui. Puis, je te souhaite un bel été à la microbrasserie La Captive, des bons spectacles, merci, des bonnes bières. Yes, on changera pas. On va avoir du fun. Parfait.
Merci à tous d'avoir suivi l'émission. Pour la revoir en entier ou par segment, ça se passe sur notre chaîne YouTube. Pour rester informé de l'actualité matapédienne et de la TVC, je vous invite, bien entendu, à vous abonner à notre infolettre sur notre site Internet. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine et on se voit vendredi prochain pour une autre émission de TVC l'été.